secondes. Merci, Mafoya. Bonjour. Good morning to everybody in Canada and overseas. I am Sheikh Tidiane Bangura, President of the Africa Study Group of the Canadian International Council here in Ottawa. It is a real pleasure to welcome you to our 60 minutes conversation platform organized in the framework of the Black History Month. I would like to acknowledge that the Africa Study Group is hosting this meeting from Ottawa on the traditional unceded Algonquin Anishinaabe territory. Je tiens à souligner que le groupe de réflexion sur l'Afrique du Conseil international du Canada tient cette session virtuelle à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Our keynote speaker today is Professor Oumar Ndongo from the Cheikh Anta Diop University in Dakar, Senegal. This session is bilingual with a simultaneous interpretation. Please select your language of choice from the globe symbol at the bottom of your screen. I'm seizing this opportunity to thank the Association of Black Conference Interpreters of Canada for graciously providing simultaneous interpretation for this session. You can send your questions by writing in the Q&A box. I will now introduce our special speakers. Notre invité spécial, professeur Oumar Ndongo, est professeur d'études américaines et de littérature comparée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme je le disais tout à l'heure. Il est président de l'Académie des professeurs pour la paix mondiale en ce qui concerne la branche sénégalaise. Il a été le directeur, entre autres, il a été le directeur scientifique du premier sommet africain de cette académie et lors du premier sommet qui s'est tenu à Dakar. Il a participé au récent sommet mondial 2020 à Séoul et est devenu membre de l'Association internationale des académiciens pour la paix. Le professeur Ndongo est très connu et très publié et il est membre de ce que nous appelons le West African College of Peace Builders, en reconnaissance de ses réalisations, de ses nombreuses réalisations en faveur de la paix dans la région ouest-africaine, mais j'ose dire aussi ailleurs. Sans trop tarder, je vais passer la parole au professeur Ndongo. Professeur Ndongo, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour votre présentation. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Cheikh Bangura. Maintenant, je peux dire aussi mon ami et frère. Bonjour pour cette rencontre. Le temps nous est compté. De ce fait, nous allons très, très vite sur un certain nombre de choses. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui pour notre discussion, c'est visiter quelques lieux de mémoire. C'est d'abord la porte du voyage sans retour de l'île de Gorée, la porte du 3e millénaire de Dakar sur la terre ferme, et bon, nous allons certainement terminer avec le Libéria. Ce que je vous propose de faire, nous allons le faire autour de ces questions-là. Écoutez, ça bloque un peu, je crois que j'ai quelques problèmes techniques. Mais je vais d'abord vous parler de Gorée.
des groupes qui ont eu à séjourner à Gorée et quelle est la situation aujourd'hui de Gorée. Et choisir un endroit bien particulier, c'est la porte du voyage sans retour. Mais quitter aussi l'île de Gorée pour arriver sur la terre ferme et choisir un autre lieu de mémoire, c'est le monument du 3e millénaire, qui est un monument assez récent, mais qui renvoie aussi à une idée que nous allons voir quand nous allons étudier, en tout cas, l'île de Gorée. Et nous allons certainement terminer avec quelques points sur le Libéria. Alors, en parlant de Gorée, Gorée a été certainement la découverte de Gorée par les puissances coloniales, ça date de 1444. Et depuis lors, nous avons eu des vagues successives, d'abord des Portugais, pour la plupart d'ailleurs des navigateurs. Ensuite, nous avons eu des Hollandais. Et si on parle de Gorée aujourd'hui, le nom de Gorée est souvent associé à un mot portugais, c'est Goederade. Et c'est Rade donc qui a donné la bonne rade, qui a donné le nom de Gorée. Et vous avez les Anglais qui sont arrivés, les Français et ensuite les Anglais. Et aussitôt, les Anglais ont cédé aussi l'île aux Français qui sont revenus et qui se sont installés. Et jusqu'à une certaine date, donc les Français ont occupé Gorée. Et ensuite, maintenant, Gorée est devenue partie prenante, en tout cas de l'État sénégalais. Alors, quand nous parlons de Gorée, il y a des lieux qui sont extrêmement importants et qui vont certainement retenir notre attention, qui sont même des institutions. C'est d'abord la maison des esclaves, qui est un monument visité par toute autorité qui arrive au Sénégal. Mais Gorée, c'est aussi le siège d'un certain nombre de musées, le musée de la mer, le musée historique. Donc, vous avez beaucoup de lieux de mémoire qui sont là-bas. Mais vous avez aussi des établissements d'une certaine envergure qui sont là-bas. C'est d'abord l'Université des Mutants, qui a été mise en place depuis ce qu'on appelait, en tout cas depuis le premier président du Sénégal, c'est-à-dire le président Léopold Sédar Senghor, et sous en tout cas l'influence de Roger Garaudy, ce philosophe français, qui a aussi eu à pousser pour qu'il y ait une université au niveau de cette île-là pour réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Mais Gorée, c'est aussi le siège de ce qu'on a appelé l'Institut de Gorée. Alors, l'Institut de Gorée, ce n'est plus Léopold Sédar Senghor, mais c'est plutôt le président Abdou Diouf. En 1987, quand il a eu d'ailleurs, quand il a été nommé président de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, alors il a poussé, il y a eu une grande rencontre à Dakar, et cette rencontre à Dakar a donné lieu à l'érection d'un institut. Et cet institut-là, c'était un institut pour travailler, pour faire en sorte qu'il y ait des réflexions contre, en tout cas, c'est contre le régime de l'Afrique du Sud. Donc, les militants de l'ANC ont eu, en tout cas, un institut à partir duquel ils pouvaient maintenant développer des idées en direction de leur diaspora, mais en direction de l'Afrique pour faire en sorte que
que le système unique de l'apartheid puisse tomber. Et c'est aussi quelque chose qui a son importance. Bon, c'est vrai que une fois l'Afrique du Sud débarrassée de ce système-là, une fois débarrassé, nous avons eu des collègues à nous qui ont repris le travail et qui ont repris le flambeau pour en faire maintenant un institut pour la démocratie, un centre pour la démocratie, le développement et la culture. Et notre ami Doudou Dia, aujourd'hui, assure la direction de cet institut-là. Alors, vous avez aussi le musée de la femme Henriette Bakili, vous avez le musée de la mer, donc vous avez un certain nombre de structures. Mais quand on parle de Gorée, le point central de Gorée, c'est la maison des esclaves. Alors, la maison des esclaves, ce n'est pas une seule maison, presque on peut dire que toutes les maisons qui sont au niveau de l'île ont servi à un moment ou à un autre, en tout cas, à abriter des esclaveries, ce qu'on appelait des esclaveries. Donc, Gorée a été un point de transit des esclaves qui ont été capturés à l'intérieur de nos États, même au niveau du Sénégal, et ont été amenés de la terre ferme vers cette île-là, et à partir de Gorée, ce qu'on a appelé la traite des Noirs, le voyage sur l'Atlantique a pris son départ. Et donc, il y avait un certain nombre d'esclaveries, c'était pour garder certains qui n'étaient pas encore prêts pour le voyage. Et quand ils étaient prêts maintenant pour le voyage, il y avait une porte. Et une fois qu'ils franchissaient cette porte-là, c'était adieu l'Afrique. Donc, ils ne pouvaient plus revenir en Afrique. Ils devaient tout simplement, c'était le voyage définitif vers les États-Unis et vers d'autres destinations. Et cette porte-là, elle a été souvent présentée comme véritablement la rupture avec l'Afrique. Et beaucoup de personnalités, Nelson Mandela, le pape, en tout cas les différents papes d'ailleurs qui se sont succédés ces dernières années, ont visité la maison des esclaves et ont, à partir d'ailleurs de cette porte du voyage sans retour, ont essayé en tout cas de présenter des excuses en tout cas à la race noire. Cela a été extrêmement important et je pensais que c'était aussi important de vous en parler. Alors, nous traversons la distance entre Dakar, la presqu'île de Dakar et Gorée, c'est certainement une toute petite distance. Alors, si vous traversez de l'autre côté, alors il y a ce qu'on appelle maintenant la porte du 3e millénaire, qui est sur la terre ferme et qui est une sorte de réplique de ce monument-là. Alors, si vous voyez ce monument-là, c'est un monument qui présente 3 formes, 3 portes. Vous avez une première porte qui est une petite porte qui symbolise le 1er millénaire, et vous avez maintenant une deuxième porte qui est l'ère de l'industrialisation de l'Afrique, donc un système de complexité, un système où l'Afrique commence aussi à réaliser son développement. Et vous avez une 3e porte qui est certainement une porte beaucoup plus importante. Et cette porte-là, c'est ce qu'on appelle, en tout cas,
l'ouverture vers le monde. C'est le siècle, c'est l'ère de la communication et l'ère de cette communication-là. Donc, entre la deuxième porte et la troisième porte, vous avez une femme qui est appelée Maman Chérie. D'ailleurs, le mot Wolof, c'est Yai Boy. Alors, Yai Boy, vous allez voir donc une femme qui est assise sur le pan de la porte et qui tient une flûte. Et cette flûte-là symbolise en tout cas l'appel au retour vers l'Afrique, au retour des enfants, etc. Donc, ce n'est plus l'ère où les gens partaient, mais c'est aussi l'ère où les gens revenaient à l'Afrique. Et la troisième porte maintenant, la plus grande, j'avais dit, c'est l'ère de la communication. Et cette communication-là, elle voit le monde comme un village planétaire et ceux qui sont partis ne sont plus partis, ils ont la possibilité maintenant de revenir. Alors cette première porte où on parle vraiment de voyage sans retour, voilà une réplique qui dit non, le retour est possible. Et c'est cela qui est important. Alors, je voudrais également parler du Libéria. Alors, le Libéria, c'est certainement une étape importante, en tout cas pour les Africains américains. À un certain moment, il était possible pour certains Africains américains de revenir sur la terre ferme. Et c'est cela qui a occasionné, donc en 1848, quand on a aboli l'esclavage, alors certains bateaux qui étaient en partance vers l'Amérique, ces bateaux-là devaient retourner. Et même, il y avait déjà des bateaux qui avaient déjà avaient des cargaisons pour amener des esclaves vers des destinations habituelles. Alors ces bateaux-là ont été obligés de rebrousser chemin et Libéria a été la terre choisie pour abriter ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez le retour d'anciens esclaves qui ont maintenant une terre et ce qui est surprenant et d'ailleurs très intéressant, c'est dans un premier temps, donc il y a eu une république qui a été créée et qui a été Libéria. Et quand on parle de Libéria, on voit l'idée de liberté. Et l'idée de liberté est aussi symbolisée par des hommes et des femmes qui étaient en esclavage et qui sont revenus sur la terre ferme et qui doivent maintenant établir une société de liberté. Mais malheureusement, au bout de quelques années, qu'est-ce qu'on note? C'est que ceux-là qui parlaient de liberté ont mis en place un système qui n'est pas du tout un système de liberté, mais un système où il y avait une hiérarchisation des groupes. C'est là qu'on a trouvé sur place. Donc, ce qui s'est fait au niveau des États-Unis, quand on a trouvé des Indiens, les Européens ont trouvé des Indiens, donc ils ont créé une société pas du tout égalitaire pour ceux qui venaient, mais inégalitaire pour ceux qu'on trouvait sur place. Et les anciens esclaves ont créé le même système. Les Africains qu'ils ont trouvés sur place, ils les ont considérés comme certainement des citoyens de seconde zone. Et cette société-là a fonctionné d'une certaine manière. Jusqu'au moment où cette discrimination a été tellement manifeste qu'il y a eu maintenant de la résistance. Nous avons en tête la situation de quelqu'un comme Samuel Doe, etc. Et finalement, il y a eu maintenant un vent de libéralisation. La guerre de 1989 a permis en tout cas à ce système-là de se résorber. Et nous avons eu
Sirleaf Johnson qui est arrivée comme présidente. Et aujourd'hui, nous avons George Weah, d'ailleurs, dont l'origine, c'est un peu ces gens-là qu'on a trouvés sur place. Et aujourd'hui, la démocratie est certainement quelque chose qui est en train de se développer au niveau de cette république. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ceux-là qu'on appelait les American Liberians, donc les Africains, mais venus en tout cas de ce groupe d'esclaves, revenus des États-Unis, en tout cas des différentes colonies. Alors ces gens-là avaient le sentiment d'être supérieurs à ceux-là qu'ils ont trouvés. Alors il y a eu une société stratifiée et les autochtones de plus en plus, aujourd'hui on peut dire que de plus en plus, les autochtones ont repris et il y a un brassage tel qu'il est même difficile de retrouver l'ancienne stratification sociale. Alors, tout simplement pour vous dire que, bon, les choses sont en train de se résorber et nous pouvons dire que, bon, que la tendance, elle est positive. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez quelqu'un comme George Weah, qui est le président de la République du Libéria, et la hantise, en tout cas, du système ségrégationniste qui a existé avant. Je crois que cette hantise-là, elle est en train de se dissiper. Ce n'est plus une république chrétienne, parce qu'il y a aussi des musulmans, donc la tolérance est en train de se développer. Donc, c'est aussi ces éléments-là qui sont des éléments extrêmement importants qui permettent en tout cas de voir que les choses sont en train d'avancer. Alors, c'est là quelques éléments que je voudrais partager avec vous, étant donné aussi que je devais tout simplement faire une brève introduction. Et après cette introduction-là, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre en tout cas aux questions que vous auriez sur les quelques points qui ont fait l'objet d'un traitement à mon niveau. Alors, je vous remercie et je suis à l'écoute. Merci. Merci, professeur Ndongo, pour cette brillante analyse. Et je voudrais commencer par indiquer, par rappeler aux participants qui peuvent inscrire leurs questions dans la boîte des questions et réponses et je les récupérerai pour les transmettre au professeur Ndongo. Nous allons commencer donc, professeur Ndongo, avec cette série de questions et prenez votre temps pour éventuellement essayer de compenser ce que nous n'avons pas pu dire dans notre introduction, dans votre introduction, il y a, pour des raisons de temps. La première question que je voudrais vous poser est relative à l'importance de cette île et de Gorée. C'est pourquoi je vous demanderai en quoi cette île, que beaucoup considèrent comme étant une île mémoire, en quoi cette île est pour la conscience universelle le symbole de la traite négrière avec son cortège de souffrances, de larmes et de mort. Merci, c'est une question qui a souvent été agitée avec ceux-là qui disent que, bon, Gorée est une petite île et que Gorée est entourée par la mer, donc peut-être il n'y a pas, ceux-là qui ont visité l'île pensent qu'il n'y a pas d'eau douce disponible pour permettre à une grande communauté de vivre dans cet espace-là. Mais je crois que quand on a posé d'ailleurs le rôle et l'importance de Gorée dans la tête, je me souviens, il y a certainement des décennies, au niveau du
de l'université Cheikh Anta Diop, certains de nos historiens ont saisi cette question-là et ont organisé une grande rencontre à Gorée pour montrer l'importance de Gorée, avec en revisitant un peu tout ce qui pouvait contribuer au ravitaillement en eau de Gorée. Gorée a été dans l'histoire du Sénégal ce qu'on appelait les grandes communes de Gorée. Les grandes communes du Sénégal, vous aviez Saint-Louis, vous aviez Dakar, vous aviez Rufisque et vous aviez Gorée. Alors, Rufisque n'est pas très loin de Gorée, et à partir de Rufisque, il était possible d'avoir un ravitaillement en eau. Et d'ailleurs, le mot Rufisque, venant de cette idée Rio Fresco, donc il y avait vraiment de l'eau en abondance dans cette localité-là, et un système de ravitaillement était possible. On a trouvé même au niveau de Gorée des sources d'eau naturelle dans Gorée, donc ce qui faisait que le ravitaillement en eau n'était pas du tout un facteur. Mais on la traite aussi, je crois, comme phénomène. Ceux-là qui ont essayé de minimiser la traite en travaillant uniquement sur les effectifs, je crois que la conférence avait montré que cela s'était trompé. Parce que si vous avez un seul esclave qui arrive et qui embarque, c'est qu'on a tué plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine en cours de route, parce qu'il y avait des lieux de capture, il y avait aussi des lieux d'acheminement, il y avait des transits même avant d'arriver à Gorée. Donc, beaucoup de personnes mouraient déjà au moment de la capture et au moment de l'acheminement. Donc, un esclave qui embarquait, c'est beaucoup d'autres esclaves qui n'ont pas eu cette chance-là et qui ont été tués en cours de route. Et si on travaille sur les effectifs, des effectifs importants ont été embarqués à partir de Gorée. Et si on revoit aussi les pertes possibles, donc c'est beaucoup de personnes qui ont péri. Et l'histoire, c'est aussi de se dire, s'il s'agissait tout simplement d'une seule personne, l'humanité devrait aussi réclamer qu'il y ait justice, avait aussi le droit de pousser ce cri de désespoir pour dire que, bon, que ce système est un système odieux et que l'humanité, en tout cas, devrait s'en émouvoir. Et c'est cela qui a été la conclusion en tout cas, de la conférence sur Gorée, pour dire que les effectifs étaient importants et que, en tout cas, le facteur effectif pour dire tout simplement que par rapport à des centres comme les centres de Bénin, les centres du Ghana, qu'il y avait certainement au niveau du Congo, tout ça, il y avait des esclaveries, mais il faut voir aussi que Dakar a eu une position stratégique et que ceux-là qui venaient aussi de l'intérieur de l'Afrique, des côtes même du golfe de Guinée, etc., il y avait aussi une possibilité de transit à Gorée pour le ravitaillement en eau avant d'aller vers, en tout cas, la grande traversée. Et pour le rôle joué dans cette grande traversée, bon, Gorée reste quand même un point extrêmement important. Voilà. Merci de cette réponse. On va passer à la prochaine réponse qui consiste le fait que Gorée a été classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, ce qui a été un point tournant pour la mémoire que représente Gorée, pas seulement pour le Sénégal, pas seulement pour l'Afrique, mais comme je le disais tout à l'heure, pour la conscience universelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce
pas essentiel. Pourquoi Gorée a été classé patrimoine de l'humanité? Alors, Et je pense que crois je pose cette question essentiellement dans le cadre de ce mois d'histoire voilà. des Noirs. Non, je crois que si on parle de Gorée comme patrimoine de l'humanité, il y a certainement un artisan, il y a un homme qui a joué un rôle extrêmement important, qui a sensibilisé le monde entier sur l'importance de Gorée. Il s'agit de Joseph Ndiaye, qui était le conservateur de la maison des esclaves et qui a en tout cas travaillé, qui a montré en tout cas toute la tragédie qui a eu lieu dans ces esclaveries-là et qui a fait, en tout cas, qui a montré le rôle extrêmement important joué par ces esclaveries-là dans le transfert surtout non seulement de la force qui était africaine, mais aussi des intelligences qui étaient africaines. Autant dire que si aujourd'hui, à un certain moment, on a parlé du sous-développement de l'Afrique, c'est aussi ce transfert massif des bras valides vers, en tout cas, des destinations dans un premier temps inconnues, mais aujourd'hui connues. Et ce sont ces bras-là qui ont certainement contribué au développement des Amériques, au développement de l'Europe. Et cela devait, en tout cas, conduire à une compensation. Et l'UNESCO, qui travaille aussi sur ces questions-là, devait être sensible au dépeuplement qu'il y a eu et surtout la perte, en tout cas, des forces qui ont quitté l'Afrique et qui ont contribué à l'enrichissement des autres continents, le continent américain et le continent européen, etc., pour dire cela. Alors, de ce fait, la tragédie qu'il y a eu, les séparations qu'il y a eu, la perte d'identité pour certains, vont arracher à leurs croyances la religion qui était là. Tout cela, c'était une véritable tragédie. Et Joseph Ndiaye a pu faire sentir cette tragédie-là. Et c'est pour cela que Gorée est devenu un lieu de pèlerinage de beaucoup d'individus qui sont aujourd'hui non seulement des personnalités dans le monde, mais aussi qui sentent aussi qui se sentent rattachés à une Afrique, mais dont ils ne connaissent pas du tout les lieux exacts. Et de ce fait, Gorée devait être un lieu de mémoire, un lieu de rattachement, en tout cas de cela qu'on appelle la diaspora, et qui, en tout cas, pensaient qu'ils avaient un cordon ombilical et c'était Gorée, ce lieu de mémoire-là. Donc, je comprends très bien que Gorée ait pu être élevé au rang d'un patrimoine de l'humanité par cette diaspora-là qui voyait en Gorée le lieu de souffrance de toute une humanité, d'un continent. Et aujourd'hui, les faiblesses de ce continent-là, pour la plupart, on peut les expliquer par ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure, professeur, vous avez parlé tout à l'heure je m'excuse, vous avez parlé tout à l'heure de la valeur historique de Gorée. Vous avez mentionné surtout le fait que depuis 1776, nous avons la maison des esclaves qui a été construite par les Hollandais. Et cette maison est la dernière esclaverie en date à Gorée. Et vous avez également mentionné que les premières remontent de 1536
construite par les Portugais. Premier Européen à fouler le sol de l'île en 1444. Et cette maison des esclaves de Gorée est aussi un lieu de mémoire touristique aujourd'hui. Et qui parle de tourisme parle quelque part d'une série d'allées et de venues. Donc, une façon de voir ceux qui sont partis revenir. Comment ça se passe présentement en Corée? Cette mémoire touristique. C'est vrai que Monsieur Joseph Ndiaye n'est plus, mais il a quand même laissé, il y a aujourd'hui une relève qui est là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour cette relève-là, c'est des gens qui ont compris l'importance du tourisme, l'importance des personnes qui reviennent, qui voient en Gorée un lieu de mémoire. Et de ce fait, il y a, même si Joseph Ndiaye était un francophone convaincu, la relève d'aujourd'hui essaie quand même de sensibiliser avec ceux-là qui reviennent, qui parlent anglais, qui parlent aussi d'autres langues. Et cela, je crois, est un développement qu'il faut saluer. Et ils arrivent aussi à utiliser les nouvelles technologies et surtout par l'arrivée, la qualité des personnes qui viennent, les autorités, quand c'est des personnalités d'un haut rang qui reviennent, malgré d'ailleurs, en tenant compte même de la diversité, c'est certainement des Africains américains qui reviennent. C'est aussi d'autres qui, quand un pape vient faire une visite au niveau du Sénégal, ce pape-là passe au niveau de Gorée, et tout cela a un retentissement dans l'histoire, en tout cas, de l'esclavage. Et quand ces personnes-là tiennent des propos dans ces lieux, des moments, des chefs d'État viennent et tiennent des propos dans ces lieux de mémoire-là, c'est encore l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique qui est revisitée, et cela a certainement un impact positif sur, en tout cas, le cri de certains, que ce qui s'est passé au niveau de l'histoire est certainement condamnable et condamné, en tout cas par ces personnalités-là. Donc, c'est encore des moments extrêmement importants, des moments d'émotion, des moments qui permettent de revoir un peu le passé de l'Afrique. Et je crois que ça a encore comme valeur historique, je crois qu'on peut voir des développements importants. Bon, c'est vrai que de plus en plus, les visites commencent à devenir des visites ordinaires pour certains, parce que ce n'est plus les premières visites. Vous avez ceux-là qui reviennent de manière régulière, les universités américaines où vous avez des Noirs, c'est certainement des visiteurs très fréquentes. Et de ce fait, pour certains, la dose émotionnelle commence à diminuer, mais toujours est-il que ces visites-là sont toujours des visites extrêmement importantes, très chargées émotionnellement pour ceux-là qui ont ce rapport-là avec le continent. Merci. J'ose même ajouter que les visites à Gorée sont vues dans plusieurs universités américaines présentement comme une sorte de pèlerinage, malgré les douleurs créées par la traite négrière. Et en ce dernier jour de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, c'est aussi un moment de penser à tous ceux qui ont disparu et à tous ceux qui aujourd'hui se battent pour revenir en ce lieu qui est considéré aussi quelque part comme un lieu saint. Je voudrais aussi attirer votre attention, peut-être que vous pouvez
nous illuminer un peu sur cet autre aspect du retour vers l'Afrique, le retour des ressources du patrimoine africain qui, dans le cadre de la traite négrière et du marché triangulaire, a eu lieu en Afrique, le départ de beaucoup de monuments, de richesses culturelles africaines. Aujourd'hui, nous avons vu qu'une partie de ce patrimoine a été repatriée, par exemple, au Bénin, mais nous suivons aussi des efforts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un acte de réconciliation pour la conscience humanitaire? Bon, je pense qu'au-delà des émotions suscitées par cette souffrance, je crois qu'il y a eu aussi dans ce concert, il y a aussi l'idée de pardon, l'idée de tolérance, l'idée que l'humanité ne peut pas, que la vengeance n'est pas du tout ce qu'il faut promouvoir. Et de ce fait, le pardon est souvent agité par, en tout cas, ceux-là qui reviennent et qui finalement, même si ils demandent à ce qu'il y ait quand même une reconnaissance. Et cette reconnaissance, parmi les acteurs, en tout cas de ce vent de tolérance, il y en a qui demandent le rapatriement de ceux-là, des objets qui ont été transportés, etc. Et je crois que tout récemment, d'ailleurs, quand on a organisé, je crois qu'il y a le président Macky Sall a organisé quelque chose et à l'intérieur, il y avait, par exemple, le professeur, il y a quelqu'un, je ne sais plus, il est dans quelle université. Bon, il travaille beaucoup sur cette question de rapatriement d'un patrimoine pris de l'Afrique et qui est aussi dans les musées américains ou européens. Je crois que ce rapatriement s'organise. Chacun des États essaie de trouver, en tout cas de par ces intellectuels qui travaillent sur, en tout cas, la question du rapatriement. J'ai oublié encore le nom qui était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui est aujourd'hui dans une université américaine et qui a en tout cas comme mot d'ordre, comme élément de sa mobilisation personnelle, le retour d'un certain nombre d'objets, en tout cas de l'Europe vers le Sénégal, ou bien de l'Amérique aussi vers le Sénégal. Je crois que ce rapatriement est en train de s'organiser. Je ne peux pas donner des noms, mais il y a quand même des individus, des intellectuels de haut rang qui travaillent sur cette question-là. Et le rapatriement, bon, si vous visitez le musée des civilisations noires, il y a constamment des rapatriements qui se font au niveau du Sénégal et un peu partout en Afrique. Oui. Aussi, nous aurions bien voulu avoir votre Et aussi, analyse. je peux ajouter que, bon, même l'Union africaine a quand même, je crois, une disposition particulière pour la diaspora en créant une 6e région pour le continent africain. C'est aussi l'occasion de compter sur la contribution de la diaspora, contribution à la réflexion intellectuelle, mais contribution aussi au développement économique de l'Afrique et par ce biais-là, le retour aussi de certains documents, le retour de certains objets pris à l'Afrique, c'est aussi, ça fait partie aussi du mandat donné à cette diaspora.
Oui, et c'est justement, je me base sur cette réflexion pour vous demander éventuellement de partager avec nous, professeur, votre analyse sur l'importance croissante de la convergence des personnes d'ascendance africaine autour de la connaissance de leur patrimoine et de leur héritage mondial. Oui, bon, disons que c'est vrai. La question de l'identité est une question qui est essentielle. Définis-toi avant que d'autres ne te définissent, parce que d'autres, en te définissant, ils contribuent à te réduire, à négliger ce que tu es et à faire de toi un objet. Et si toi-même tu te définis, euh, tu sais exactement quelles sont tes valeurs, quelles sont tes aspirations, quel est ton passé. Euh, bon, si vous lisez d'ailleurs les textes de la négritude, vous voyez beaucoup de choses bon, qui ont été développées pour dire que nous, Africains, nous n'avons rien inventé, nous ne sommes à l'origine d'aucune révolution importante, en tout cas comme contribution à l'humanité, mais aujourd'hui, nous qui travaillons dans les conflits, nous faisons constamment référence à la charte du Mandé, à ces documents-là qui existaient bien avant, en tout cas, les grandes constitutions européennes ou américaines. Donc, nous connaissons très bien ces objets-là qui sont des objets extrêmement importants, qui sont des contributions. Quand on parle de Thierno Souleymane Baal aujourd'hui, bon, Thierno Souleymane Baal en 1776, avec la révolution, au moment de la révolution américaine, avait déjà des idées très élaborées sur la démocratie, sur la gestion du pouvoir, etc. Et quand aujourd'hui certains pensent que ces idées de l'État, ces idées de l'organisation sociale, c'est des idées qui nous viennent de l'Occident. Bon, on se retrouve aussi dans des valeurs qui ont été définies par nous. Et quand vous pratiquez ce que vous-même vous avez défini, vous concevez, vous voyez à peu près l'importance de ce que vous êtes. Donc, du point de vue de l'identité, c'est des domaines extrêmement importants, des domaines extrêmement valorisants, en tout cas pour nous-mêmes, quand nous arrivons à mettre un contenu venant de nous-mêmes, je crois, tout en se disant aussi que, bon, comme disait Senghor, l'enracinement et l'ouverture, c'est aussi des choses qui ont de leur importance dans notre trajectoire. Et merci infiniment, professeur. Et dans ce même contexte, vous avez certainement suivi des nombreuses réclamations qui sont en train d'être faites en matière de demande de compensation pour l'esclavage. Notamment, il y a eu l'année dernière cette grande conférence à l'université en Jamaïque. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce débat, on a eu ce débat-là, je me souviens, il y a peut-être assez longtemps, à la conférence de Durban. Il y a eu bon, beaucoup de discussions sur la compensation. Mais l'idée aussi que cette compensation-là, elle n'est pas monétaire, elle n'est pas matérielle, que ce que nous avons perdu, ce n'est pas du matériel, ce que nous avons perdu est hautement plus important que ce que nous pouvons gagner par une compensation comme un plan Marshall, etc., etc. Donc, il y avait des divergences à ce niveau-là, ceux-là qui pensaient que, bon, que ça pouvait s'exprimer en termes monétaires et d'autres qui pensaient que, bon, c'était des valeurs symboliques, mais que de toute manière, on devait aller vers bon, une solution médiane
qui permettrait en tout cas à certains parties, en tout cas de l'Afrique, à disposer de quelque chose qui puisse quand même permettre, en tout cas au plan du développement, au plan de la prise en charge de certains besoins, qu'on puisse quand même régler un certain nombre de choses. Mais jusqu'à présent, je crois qu'on bute sur quoi en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Je crois que jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas encore de position commune sur le comment et quoi en particulier. Avec l'idée que toute décision qui puisse, si c'est une décision en termes monétaires, c'est encore dévalorisant pour l'Afrique et pour les Africains. Oui. Je vais me pencher maintenant, évidemment, sur le mois de l'histoire des Noirs. Quelle est votre vision du mois de l'histoire des Noirs? Et quelle importance Gorée? Et en quoi définirez-vous l'île de Gorée comme un symbole de l'exploitation humaine et un sanctuaire pour la réconciliation? Oui, à la lumière du mois de l'histoire des Noirs. Vous avez dit, bon, moi je travaille sur les conflits. Il n'y a pas longtemps, nous avons tenu ici un atelier au niveau de Dakar sur les génocides. Bien sûr, c'est le Rwanda qui est intéressé pour la plupart des participants, mais il y avait aussi d'autres lieux où on parlait de génocide. Et la réconciliation est certainement un processus extrêmement difficile. Et nous étions à la recherche de modèles, à la recherche de, bon, après tout, il faut quand même aller ensemble. L'humanité n'a pas besoin de souffrir des clivages, de souffrir en tout cas des moments de rupture qu'il y a eu. Il faut aller au-delà. Et de ce fait, Gorée, si aujourd'hui on voit bon, ceux-là qui ont été des acteurs clés ou qui symbolisent ceux-là qui ont été des acteurs clés qui reviennent et qui demandent à être pardonnés et qui demandent à ce qu'une réconciliation véritable se fasse. Bon, c'est rassurant pour ceux-là qui pensent aussi que dont leurs biens ont été spoliés, que le retard de l'Afrique s'explique par certainement un certain nombre de choses, dont ces choses-là. Donc, ça crée un réconfort. On n'oublie pas, mais je crois que pardonner, c'est aussi une dimension qui est nouvelle, un sentiment qui se développe et qui permet en tout cas à l'Afrique aussi de trouver là une clé pour pouvoir en tout cas repartir, pour pouvoir aussi penser à son développement et son développement non pas en tant que continent replié sur lui-même, mais un continent aussi qui est ouvert aux autres et qu'il est possible aussi avec les autres de trouver un moyen de se développer et un moyen en tout cas d'épanouissement qui soit aussi un épanouissement mutuellement bénéfique. On ne se développe pas contre les autres, mais on se développe aussi avec les autres. Et je crois que c'est ça peut-être qui peut être rassurant, en tout cas pour les jeunes générations. Oui, et justement, dans ce contexte, vous avez parlé de réconciliation sous plusieurs angles. Vous qui êtes un spécialiste en matière de prévention des conflits, pensez-vous que la réconciliation de l'Afrique avec elle-même passerait par l'application ou alors la mise à profit des coutumes et des valeurs de prévention de conflits à l'africaine? Je crois que c'est aussi une question d'une très grande profondeur parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu, quand on travaillait sur les conflits, les premiers systèmes de conflits qu'on apprenait, c'était des systèmes qui venaient de l'Europe. Mais on les a quittés depuis longtemps.
depuis très longtemps. Et on est en train maintenant de travailler sur des mécanismes endogènes de règlement des conflits. Bon, on voit une très grande différence. Si les mécanismes occidentaux font appel à la justice, tranchent, c'est la punition, c'est certainement, on vous envoie en tout cas en prison, etc. Bon, les mécanismes endogènes sont un peu plus tolérants. Vous n'êtes pas privé de vos libertés, vous êtes dans une société et la société travaille à vous réintégrer. Et cette réintégration-là, c'est certainement une réconciliation. On pense qu'au moment où vous étiez en rupture, comme en rupture de banc, bon, vous étiez détaché de votre société, il faut maintenant faire en sorte que vous puissiez réintégrer la société. Donc, les méthodes traditionnelles excluent moins et réintègrent plus. Et c'est cela qui fait que la réconciliation est beaucoup plus intéressante avec maintenant les mécanismes endogènes. On disait toujours au niveau du Sénégal, par exemple, bon, on a des communautés, ce qu'on appelle par exemple le Ndep. Le Ndep, c'est certainement un mécanisme qui est là, qui veut tout simplement dire que, bon, quand on est en rupture avec la société, il y a quand même des mécanismes à mettre en place pour pouvoir réintégrer cette société-là. Et le DEP est une manière aussi de réintégrer cette société-là. Donc, donc les méthodes endogènes sont aussi importantes. Et aujourd'hui, ce sont ces méthodes-là qu'on utilise de plus en plus, en tout cas au niveau des conflits que nous avons au niveau de nos États. Nous avons aussi des valeurs comme les mécanismes comme la parenté à plaisanterie. Donc, vous avez un certain nombre de mécanismes qui permettent en tout cas de désamorcer des conflits. Je crois que ce sont aussi des mécanismes qui sont très, très utiles et qui pourraient être intéressants à développer dans le cadre des différents. Mais chacun de ces mécanismes-là, bon, vous avez aussi des limites à ces mécanismes-là. Donc, il faut essayer de combiner beaucoup de mécanismes pour arriver à désamorcer un certain nombre de conflits. Voilà. Merci de ce commentaire, professeur, et nous espérons que nous pourrons bientôt trouver un autre plateau où nous pourrons parler justement de la valeur intégrale de ces nombreux systèmes et mécanismes de règlement de conflits à l'africaine, dans la mesure où bien de gens pensent que c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut dans les systèmes qui sont mis en place dans le règlement des conflits internationaux en Afrique. Un dernier mot, professeur? Voilà, c'est tout simplement dire le plaisir que j'ai de rencontrer ce groupe. Un groupe de réflexion, c'est toujours utile et ça permet à nous aussi qui sommes là au niveau du continent de pouvoir parler à ceux-là qui, à partir d'une certaine distance, mais montrent aussi leur intérêt à ce qui se passe ici au niveau du continent africain. Donc, nous sommes ensemble. Et nous pensons aussi que c'est un exercice qui est enrichissant non seulement pour vous, mais également pour nous qui, en tout cas, discutons avec vous. Merci beaucoup, professeur Ndongo. Et malheureusement, ceci met fin à notre conversation d'aujourd'hui. Au nom du groupe de réflexion du Conseil international au nom du groupe de réflexion sur l'Afrique du Conseil international du Canada, je voudrais vous remercier, professeur, de cette excellente conversation qui, dans le cadre de ce mois de l'histoire des Noirs, nous permet de mieux comprendre pourquoi l'île de Gorée reste encore aujourd'hui un symbole de l'exploitation humaine
un sanctuaire pour la réconciliation et la reconstruction d'un concept que nous appellerons désormais tout simplement humanisme. Please note that this session has been recorded and will be posted on our YouTube. I would like to thank our colleagues at the CIC National Capital Branch for all the effort that they went into organizing this session, despite the fact that it was last minute. We strongly encourage our members to join the CIC. The next Africa Study Group webinar is set for March 30th and will be dedicated to the issues of unconstitutional power changes and the tremendous effort made by African institutions to remedy them. Ce serait tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne santé et selon l'endroit où vous vous trouvez, une bonne journée. Surtout à nos collègues et à notre audience à Dakar. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés pour suivre le professeur Ndongo aujourd'hui. Je souhaite donc à tous une bonne après-midi ou une bonne nuit. Merci, à la prochaine. Merci, merci.